Bonsoir à tous et à tous, donc chronique numéro 151. Et dans cette chronique, je vais interpréter de façon, je dirais, plus théorique et de faire bien entendu un essai sur effectivement l'Lumpenprolétariat de nos jours, qu'on pourrait appeler le Lumpenprolétariat, qu'on qualifiera effectivement de quart-monde. Alors, tout d'abord, penser la grande pauvreté et son potentiel révolutionnaire demeure, je dirais, l'un des principaux enjeux théoriques de l'éthique sociale contemporaine. Même si beaucoup de gens ont peur du mot révolution, puisqu'il est employé à toutes les sauces, et souvent malheureusement extirpé de son contexte idéologique, comment articuler la revendication politique à partir de la représentation sociale? Surtout à une centaine d'années de distance de Karl Marx. Alors, nous avons quelques pistes qui ont été apportées par différents acteurs où on peut apporter quelques éléments de réponse, je dirais, à travers les concepts de l'Lumpenprolétariat et de ce qu'on pourrait qualifier de quart-monde, l'alter ego, je dirais, du tiers-monde. Alors, l'Lumpenprolétariat et quart-monde, entre ces deux notions mitoyennes, un lien de continuité, je dirais, même aussi de rupture, et c'est à cette distance que je me propose effectivement d'examiner les notions comparatives. Alors tout d'abord un peu d'histoire. Qu'est-ce que le lumpenprolétariat? Dans quel contexte a-t-il été défini? Forgé bien entendu en 1848 pour les spécialistes dans un contexte de la révolution industrielle anglaise, la notion de lumpenprolétariat demeure stimulante. Le terme et la catégorie se sont vite imposés et n'en étaient pas moins problématiques car le groupe social que l'on a pu désigner semblait d'emblée, je dirais, privé de statut, voire même de fonction et de conscience propre. Marx, construisant sa théorie de la lutte des classes autour d'une structure binaire opposant prolétariat et bourgeoisie, ouvrant également, je dirais, sa critique de la philosophie du droit de Hegel par l'annonce d'une révolution qui laisse subsister, je dirais, les piliers de la maison. On sait quel agent avait désigné le philosophe, seul le prolétariat pourrait, je dirais, émanciper toute la société en ne luttant pourtant que pour son intérêt. Puisque bien entendu, il figurait, je dirais, à lui tout seul comme l'incarnation de la servitude universelle et qu'en sa condition résumait le crime et le scandale. Alors Marx forgeait ainsi une classe qui puisait son caractère universel dans ses souffrances universelles et sur laquelle il reportait toutes les aspirations humaines à la raison, ensuite à la justice, également à la perfectibilité. Et derrière la figure se profilait ainsi, je dirais, sans oublier l'argument kantien d'Emmanuel Kant, de la paix universelle et du postulat hegelien de la fin de l'histoire, la libération de ceux qui subissaient le préjudice absolu, ne pouvant bien entendu emprunter aucune voie particulière et exigeant la liberté de tous. Alors, Ludwig, par exemple, Feuerbach, le très controversé, que Marx, à un moment donné, s'est inspiré, effectivement, un principal maître à penser, avait postulé que seul l'être nécessiteux est l'être nécessaire. 2 ans plus tard, Marx avait développé le terme dans ses manuscrits de 1844. La pauvreté est le lien passif qui fait ressentir aux hommes le besoin de la richesse la plus grande. L'autre homme, entre guillemets, l'autre homme, qu'est-ce à dire finalement au fond, empâtré dans sa conception homogène de la société et son schéma, je dirais, plus que binaire.
Alors Marx n'avait songé qu'à la solidarité de classe des semblables, laissant hors de son analyse tout un rebut de misérables rejetés dans un lumpenprolétariat de caractère résolument péjoratif. Or, Marx a constaté que le lumpenprolétariat était souvent issu du prolétariat et pour des basses besognes, pour effectivement une certaine, je dirais, fascination pour les classes bourgeoises n'ayant pas l'éducation, mais je dirais, en ayant la volonté d'avoir les moyens financiers que peut posséder cette classe bourgeoise, qu'on pourrait aujourd'hui considérer d'oligarchique, le lumpenprolétariat, ne pouvant s'attaquer effectivement à ces classes favorisées, bien protégées, ayant effectivement les moyens, le lumpenprolétariat, pour avoir une multitude de moyens, je dirais, n'hésite pas à s'en prendre à sa propre classe. C'est aujourd'hui ce qu'on appelle, entre guillemets, sans un caractère péjoratif, la guerre des pauvres. Alors, revenons à Marx, puisque j'ai fait une sorte de petite ouverture sur l'actualité. Pris à la lettre du manifeste, le lumpenprolétariat désignait en effet le pourrissement passif des couches les plus basses de la vieille société, et cette population miséreuse, sans éducation et beaucoup ignorante, à l'époque analphabète et illettrée, semblait aussitôt dépourvue de tout potentiel révolutionnaire, n'ayant que pour volonté l'enrichissement à tous azimuts et à n'importe quel prix. Et toute prise historique, bien entendu, car c'est une condition aussi importante à souligner, ces conditions d'existence dégradées, la prédisposant au contraire à se laisser circonvenir par la réaction pour accomplir ses basses besognes et se vendre aux plus offrants. Le lumpenprolétariat fut, souvenez-vous, utilisé pour casser des grèves, généralement muni de bâtons et encadré par la police, afin de sortir les ouvriers en lutte dans les usines de l'époque. Alors la lecture transversale des 39 tomes de Marx, Engels, Gesamtaugengap dégage le terme de 52 occasions seulement d'une pertinence inégale. La répartition géographique du lumpenprolétariat promenait certes le lecteur en Allemagne, à Naples, à Paris, à Bruxelles, à Vienne, à Londres, bref, dans toutes ces capitales industrialisées. Mais d'entrée de jeu, que Marx l'aborde par l'histoire, la sociologie ou l'économie, la notion était invariablement disqualifiée. Historiquement d'abord, le lumpenprolétariat était présenté comme le but témoin, le fossile de sociétés antérieures, et c'est à l'occasion, je dirais, d'analyses consacrées à l'Antiquité, au féodalisme religieux, que Marx se penchait sur ces résidus archaïques, sans leur reconnaître plus d'avenir qu'aux Aztèques ou aux aborigènes. La même disqualification pesait sur la famille, seule solidarité subsistance dans l'univers des miséreux, et Marx considérait comme un mode de production dépassé qui dévalorisait la force productive de l'ouvrier, en répartissant le même volume de travail sur toute la cellule familiale et bien entendu en faisant baisser le coût de la main-d'œuvre. Je dirais, confondons la division du travail, je dirais, en usine, et la répartition naturelle des tâches au sein de la famille. Marx l'accusait aussi de reproduire les fonctionnements inégalitaires de la société. Bon, sociologiquement, le lumpenprolétariat n'était pas mieux loti, puisque le terme désignait un groupe d'individus structurellement dégénérés, décrivant dans son 18 Brumaire la société du 10 septembre. Marx faisait du lumpenprolétariat parisien ce portrait sans nuance, sans espoir et sans lumière. Je cite, sous le prétexte de fonder une société de bienfaisance, on avait organisé en section secrète la canaille, donc le lumpenprolétariat de Paris,
des rouets en déconfiture dont les moyens d'existence n'étaient pas douteux que l'origine des bourgeois déclassés, corrompus, véritables chevaliers d'industrie, des soldats et des prisonniers libérés, des galériens en rupture de ban, des charlatans, des faiseurs de tours, des lazaronis, des voleurs à la tire, des prestidigitateurs, des joueurs, des macros, des tenanciers de bordel, des portefaix, des littérateurs, des joueurs d'orgue, des chiffonniers, des rémouleurs, des rétameurs, des mendiants, en un mot, la masse confuse, irrégulière, flottante, que les Français appellent la bohème de l'époque. Alors, tous ces membres, à l'exception de Bonaparte, éprouvaient le besoin de vivre aux dépens de la nation qui travaille. Si l'allusion à la bohème réservait la possibilité d'une subculture propre à cette énumération hétéroclite, ne donnait au lumpenprolétariat qu'une identité en creux sous le signe du déclassement, à mille lieues, je dirais, de l'homo faber, qui, même exploité et misérable, trouvait du moins dans le travail et l'espace de sa socialisation, et également la notion de sa condition et sa conception et sa conscience de classe, le moyen de se découvrir et de se réaliser, et le principe de sa dignité et de son humanisation. Alors économiquement, enfin, les lumpenprolétaires étaient situés en dehors de tout système économique, soldats perdus de l'armée industrielle de réserve, saisonniers ou chômeurs tombés du cycle économique, surpopulation flottante, latente et stagnante, perturbant le marché du travail, sphère inférieure du paupérisme, précipité le plus bas de cette, je dirais, description, là encore, ménager aucun issue. Et si on fait finalement au fond abstraction des vagabonds, des criminels, des prostituées, bref, du lumpenprolétariat à proprement dit, cette couche sociale se compose de trois catégories. D'abord, les ouvriers et ouvrières qui le développement social a pour ainsi dire démonétisé en supprimant l'œuvre de détail dont la division du travail a fait, je dirais, leur seule ressource. Puis, ceux qui, par malheur, ont dépassé l'âge normal du salarié, enfin les victimes directes de l'industrie, malades, estropiés, veuves, handicapés, enfin, etc., dont le nombre s'accroît avec celui des machines dangereuses des mines, des manufactures chimiques, etc., plus s'accroît enfin cette couche des lazars, de la classe salariée, et plus s'accroît aussi le paupérisme officiel. Alors, pour bien qualifier, la notion finira par désigner chez Marx un peu n'importe quoi. En repos à Cannes, c'est au lumpenprolétariat qu'il rattache les garçons de café, les grooms, les domestiques, mais une fois les vacances finies, le terme est repris pour évoquer la bourgeoisie financière, se conduisant comme des bandits à col blanc. Car donner et prêter, voilà toute la science, je dirais, financière de cette canaille. Lumpenprolétariat qu'on considère en bas ou en haut à l'échelle sociale, dans le Grundrisse, enfin c'est indépendamment que de leur statut social que tous ceux qui n'étaient pas intégrés au processus de production, le pape le premier rejoignait, je dirais, l'armée des lumpenprolétariats. Bien entendu, déluge allégorique et monstre théorique, pas plus Marx que Engels, ne faisait, je dirais, ayant une conception où se faisait une idée bien précise du terme, dont la seule permanence était de venir sous leur plume comme horizon, boutade ou repoussoir, et ce flou conceptuel rendant à première vue la notion impropre de tout usage. Je dirais, du point de vue linguistique, d'ailleurs, ce germanisme malheureux avait d'entrée été forgé à cet usage méprisant, vagabond, les mots prolétariat et lump étant chargés de fortes connotations négatives, guidant par le jeu d'une intertextualité à laquelle aucun lecteur allemand ne pouvait échapper vers une interprétation plus morale que fonctionnaliste.
issu bien entendu de la grande bourgeoisie rhénane et époux Jenny von Westphalen. On sait que Marx souffrit, je dirais, sa vie durant de soucis financiers. Et ce lumpenprolétariat, si malmené par le théoricien de la révolution prolétarienne, c'est d'abord le visage de l'exorcisme de ses propres angoisses. Et ce qui est intéressant, c'est que de noter qu'effectivement, chez n'importe quel individu, peut se cacher, ou du moins peut apparaître une condition de lumpenprolétariat quand l'individu n'a absolument plus aucun moyen. C'est là où en finalité, la notion de conscience de classe et la notion idéologique du social va garantir à l'individu je dirais, ce principe de ne pas se laisser corrompre. Alors bien entendu, la notion, je dirais, n'en recouvrait pas moins une certaine réalité. Pour trouver, je dirais, son schéma bipolaire des deux classes homogènes, le lumpenprolétariat figurant en troisième larron entre l'ouvrier et le capitaliste, le plus souvent au service de ce dernier. Dans son 18 Brumaire, cependant, Marx avait bien dû constater et admettre le rôle moteur joué par l'hétérogénéité des classes dans le succès du coup d'État de Louis Bonaparte. Mais sur le plan théorique, il persista dans l'idée que seule une classe homogène pouvait jouer un rôle dans l'histoire, restaurant ensuite l'homogénéité de façade requise, bien entendu, par sa construction en concentrant toute l'hétérogénéité sociale sous la figure du lumpenprolétariat. Là où je dirais même le travail et le capital étaient supposés unifier le prolétariat et la bourgeoisie et les façonner pour une mission historique. Le lumpenprolétariat restait assez hétéroclite par constitution, par même je dirais son essence même, stationnant sur le bord de l'histoire sans rien lui apporter, sans y participer, jouet ou mercenaire privé de volonté propre, entièrement déterminé par le conflit, pour le conflit, et n'hésitant pas à en découdre avec les autres classes, tout en garantissant bien entendu l'utilisation féconde de la bourgeoisie. Alors que Marx les mesurait ou non, ce concept en friche, ce concept décharge, ce concept déconstruit était aussi un concept d'exclusion, transposant sur le plan même de la théorie sociologique l'isolement, l'enfermement des misérables. Alors, tout d'abord, je voudrais préciser, pour mettre une nuance dans les sociétés modernes, c'était oublier, je dirais, que l'homogénéité se construit, ce que démontraient pourtant les sociétés militaires qui avaient de longue date exploré les mystérieuses alchimies de l'amalgame imité ensuite par les fascismes qui emprunteront leurs méthodes. Analysant le phénomène, Georges Bataille a montré comment le passage à l'action pouvait se produire et de, bien entendu, l'homogénéité à partir d'une hétérogénéité, supposée chargée d'une force inconnue et dangereuse, et comprenant, je dirais, les nombreux éléments sociaux que la patrie homogène est impuissante d'assimiler. N'oublions pas que le fascisme a su utiliser le lumpenprolétariat, les casseurs, grassement payés, que ce soit sous l'Allemagne du Troisième Reich ou sous l'Italie fasciste. Ceci est encore une autre histoire. Alors, qu'on observe la légion étrangère et la transformation de ces éléments informes et disparates en organisations intérieurement homogènes, n'oublions pas que la légion engageait surtout des anciens repris de justice, offrant effectivement une nouvelle nationalité et un moyen de se racheter pour service rendu à la nation, par l'action et la mission partagée, la soumission de tous à un ordre identique, le dressage. Ainsi, le mode d'hétérogénéité subit explicitement une altération profonde, je dirais, afin de réaliser l'homogénéité intense sans que l'hétérogénéité fondamentale décroisse. Alors, ouvrir des voies menant à l'hétérogénéité,
l'homogénéité, sans pour autant réprimer ni faire disparaître la première pour avoir inventé d'autres formes de passage à l'action que le drill de la loi martiale, c'est quoi finalement au fond s'emploiera d'abord énormément d'acteurs dans ce qu'on pourrait appeler l'univers social. Je prends le cas par exemple du père Brzezinski ou l'abbé Pierre, qui ont eu de cesse toute leur vie de lutter contre la pauvreté. Ce que Frantz Fanon appelait en d'autres temps les damnés de la terre, ou ce que Hollande appelait les sans-dents. Alors le lumpenprolétariat était-il par ailleurs si dépourvu d'homogénéité que le laissait croire la description marxiste? C'est en cela qu'il faut apporter une nouvelle réactualisation, une nouvelle mise à jour. Alors, n'y avait-il rien dans son expérience propre qui puisse servir de levier à la construction d'une identité collective? Un demi-siècle avant, par exemple, Louis-Pierre Dufourny de Villiers, en 1780, on n'avait pas jugé ainsi, et ce notable ingénieur en chef de la ville de Paris avait saisi l'occasion de la convocation des États généraux pour publier au printemps 1789 des cahiers du quatrième ordre. Ce qu'il désignait ainsi, c'est précisément l'ordre des infortunés, des miséreux, exclus des assemblées par district, chargé d'élire les députés et de rédiger les cahiers de doléances. Le pamphlet, certes, sans grande postérité immédiate, avait souligné le paradoxe qui consistait à transformer tous les Français en citoyens, tout en excluant les plus pauvres d'entre eux de la représentation politique. Alors, comment, sans leur témoignage et leur participation, espérer, je dirais, remédier un jour à la misère? C'est ce que a déclaré également Vladimir Poutine quand il a fait face à cet effondrement de l'Union soviétique et qu'il fallait reconstruire une Russie nouvelle et puis remettre, je dirais, de la loi et de l'esprit civique. Comment faire en sorte que le Russe qui fut démuni, privé de tout, puisse retrouver effectivement pleinement la fierté d'appartenir à cette nation. Alors, on se souviendra effectivement que de ce quatrième ordre, au moment de forger la notion de quart-monde, le lumpenprolétariat, de nos jours, a connu d'emblée de l'intérieur, puisque c'est la misère et l'exclusion qui est née, je dirais, à partir du 12 janvier 1917, me semble-t-il, à Angers, dont nous avons ce prêtre ouvrier que fut également Brzezinski. Je voudrais parler de lui parce que je pense que c'est une personne de grande qualité et qui, ma foi, allait devenir un des meilleurs experts en Europe de la pauvreté. Déracinement d'abord, fils d'un père polonais qui s'était tôt évaporé, d'une institutrice de nationalité espagnole, elle sera toujours hantée par l'incapacité de connaître ses racines familiales. Humiliation ensuite, il a évoqué plusieurs chemins de honte, ces chemins qui, âgé de 5 ans, l'avaient conduit tous les matins chez les sœurs qu'il avait embauchées pour leur servir d'office, qui l'avait forcé à retourner chez l'épicière, à réclamer les quelques gouttes d'huile de noix qui manquaient à la bouteille pleine, chez la bouchère pour obtenir une meilleure qualité de viande de cheval qui récompensait les services rendus, souffrant de l'ingérence des personnes charitables dans la vie, car il est toujours difficile d'être finalement au fond soumis aux dons, puisqu'il est très facile de donner, mais très difficile de recevoir, dans ce qu'on pourrait appeler effectivement la vie des plus pauvres. Ce prêtre ouvrier se rappela aussi le courage de sa mère, son sens de la dignité, du sacrifice, de l'honneur, les trésors d'intelligence, de volonté, de lutte déployés pour élever ses enfants, qu'on lui conseillait de placer et de maintenir la famille le réunie sous son aile.
C'est d'abord à travers cette mer que le peuple du quart-monde apparaîtra à Verinsky, c'est pour ça comme un moteur d'humanité. C'est pour ça que j'emploie ce terme du quart-monde, car c'est justement Verinsky qui a été le premier à effectivement à utiliser ce terme. Alors, bien entendu, aujourd'hui, nous pouvons constater, effectivement, si on prend l'historique de cet homme, aussi bien d'un côté les chiffonniers de l'abbé Pierre, avec le fameux hiver 54, et l'ADT Quart-Monde, l'association mise en place par effectivement le père Wozinski. Aujourd'hui, nous pouvons constater qu'ils avaient compris effectivement qu'il y a un problème d'exclusion. L'exclusion n'est pas tant, je dirais, sociale, mais également, je dirais, culturelle. Et la société, malheureusement, du libre marché ne garantit pas à l'individu sa réalisation, je dirais, aussi bien dans le domaine de l'identité, du social et même du culturel. On peut considérer effectivement qu'aujourd'hui, le terme de quart-monde désigne de moins en moins un milieu en ce qu'il est, je dirais, passif et exclu. Il désigne au contraire ce que ce milieu recèle d'expérience d'injustice et d'espoir de justice, d'expérience du besoin et de compréhension des besoins, d'expérience d'exclusion et de capacité de participer comme partenaire social à l'élaboration d'une société plus juste, plus démocratique, entre guillemets. Et lorsque le sous-prolétaire disent, enfin, généralement les sous-prolétaires disent nous du quart-monde, il ne s'agit pas d'une population cible de la gestion administrative, mais plutôt d'un peuple qui a une cause, celle qu'il partage avec tous les exclus et tous les humiliés du monde. Ce qui est la nuance avec le lumpenprolétariat de source ou d'imitation américaine, dont effectivement cette notion de classe n'existe plus, puisqu'elle est ce que j'appelle changée par le paradigme de la sous-culture américaine, d'influence à travers l'invasion culturelle, tout d'abord le cinéma américain, la musique américaine, par le plan Marshall, par une multitude d'éléments qui ont amené ensuite à des populations à s'identifier à des rappeurs du ghetto aux États-Unis. Alors qu'on ne se trompe pas cependant sur le sens du processus décrit, il est démocratique et non pas messianique. Car il ne s'agissait pas, je dirais, pour Brzezinski, de bricoler quelques idéologies quart-mondistes susceptibles de relayer, je dirais, une certaine utopie, ou essayer de substituer le tiers-monde au quart-monde. Alors, pas d'achèvement de l'histoire, c'est en cela que le problème se fait rage. Pas de grand soir, donc pas d'espoir, pas d'avant-garde, ni de longue marche, je dirais, solidaire. L'idéal humaniste et la promesse démocratique seulement qui, finalement, au fond, n'a pas garanti à une certaine frange de la population d'avoir des certitudes dans la société. Alors, même si effectivement ils ont été des éléments de soupape qui ont évité à la misère de pouvoir galoper et donnant de l'espoir à beaucoup d'individus, permettant à certains de pouvoir s'en sortir, je dirais que le quart-monde est assez comparable à la contrebasse dans l'orchestre
hein, puisque méprisé et relégué au dernier rang tout en bas de la hiérarchie, embarrassant et incongru parmi les dignes instruments et douloureusement conscient de sa misère de position. Nous pouvons qualifier cela comme étant une sorte de quasimodisme de l'orchestre. Maintenant, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, il faudra, d'une façon réelle et sérieuse, pouvoir qualifier et travailler avec tous les acteurs qui ont conscience que nous allons directement dans le mur. Alors, j'ai fait une petite explication de lumpenprolétariat, essayé d'en faire des analyses, mais le plus souvent aujourd'hui, ce lumpenprolétariat vénère le mode de fonctionnement, la façon de vivre des oligarques, de ceux qui finalement au fond tiennent pour les leaders qui réussissent dans le show business et qui deviennent des exemples pour certaines zones, je dirais, zones en voie ou zones de paupérisation. N'oublions pas que la plupart des rappeurs, dans leur réussite, ne font qu'imiter ceux de l'oligarchie qui vivent effectivement avec des moyens, je dirais, colossaux. Et donc, il faudra à un moment donné redonner une conscience de classe, une conscience également sociale à toutes ces populations perdues, et bien identifier effectivement quel est l'ennemi, quels sont ceux qui finalement les utilisent, en sortent quelques-uns du ghetto pour en faire des stars, et qui deviennent eux-mêmes, je dirais, dans leur dynamique, des parvenus ou des arrivistes, et qui ensuite vont vendre du rêve, rêve bien entendu, qui pour un de sortie, plus de 100 000 sur le carreau. Donc il faudra à un moment donné faire cette autocritique et d'avoir cette dynamique franche, en précisant que ce lumpenprolétariat qui se revendique de l'étranger, dont l'étranger lui a rien demandé, je prends le cas d'espèce de l'Algérie, les Algériens n'agissent pas dans leur pays de cette façon-là, et donc nous sommes effectivement dans un paradigme tout à fait imaginaire, avec des visions tout à fait, je dirais, inventées, d'une nouvelle conception, un peu comme les Mexicains des gangs aux États-Unis qui se revendiquent du Mexique et qui n'ont absolument rien à voir avec le Mexicain de base vivant, je dirais, à Mexico. Alors, nous avons effectivement toutes ces maladies qui émanent des États-Unis, le communautarisme, l'organisation des gangs, et bien entendu, au sommet, l'exemple du capitalisme comme étant la valeur sûre et qui représente l'appât du gain et l'exemple à suivre, car celui qui a un savoir est ridiculisé et celui qui est possédant est encensé. Ce qui est la nuance entre l'être et l'avoir. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je ferai d'autres audios sur le lumpenprolétariat car il y a beaucoup à dire là-dessus et je pense que ce serait salvateur et intéressant. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine chronique.